Je m'appelle Molly Higginbotham, et j'ai 16 ans. Mon père m'a giflé en plein visage, avant de me forcer à signer des aveux, pour un acte que je n'avais pas commis. Ma mère a emballé mes affaires dans des cartons, les a prises en photo, puis a publié ces images devant 230 personnes en ligne, accompagnées d'une légende où elle me qualifiait de destructrice, et de jalouse. Ils ont changé les serrures de notre maison, me laissant debout dehors, sous une pluie glaciale à 11 degrés. Les derniers mots de mon père furent « Ne reviens pas ici », avant d'avoir appris le respect. Je n'avais que 20 € en poche, un simple sac à dos, et nulle part où passer la nuit. Ils avaient gobé le mensonge de mon frère, sans même me poser une seule question. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà sécurisé la seule chose, qui finirait par compter 13 ans plus tard. J'ai marché dans cette tempête, les mains vides certes, mais loin d'être sans défense. Et, les fondations qu'ils pensaient avoir anéanties, sont devenues le socle sur lequel j'ai tout rebâti, y compris cette vérité, qui finirait un jour par les ensevelir. Laissez-moi vous raconter exactement, comment tout cela s'est produit. Je suis assise à mon bureau, au 14e étage, lorsque Beth se penche par-dessus la cloison de mon box. Derrière elle, à travers les immenses baies vitrées, l'horizon d'Austin scintille, des tours de verre, baignés par le soleil matinal. Le genre de vue que j'ai cru, fut un temps, ne jamais mérité. Molly, excellent travail sur ce dernier signalement lors de l'audit technique, lance-t-elle, en déposant un dossier sur mon clavier. Le fisc américain vient d'élever l'affaire au rang d'enquête criminelle. Ton analyse des schémas était d'une précision redoutable. De fausses déductions de prestataires, des manipulations de la base d'imposition des actions. C'est de la fraude pure et simple. Je hoche la tête, avec professionnalisme, je te remercie. Les anomalies sautaient aux yeux, dès que j'ai croisé leur déclaration fiscale, avec les prestations réelles de leur projet. Beth esquisse un sourire, c'est exactement pour ça que nous t'avons embauché. Rien ne t'échappe. Elle s'éloigne. J'ouvre le dossier. Affaire numéro IRS 2023 OTX 4891. Client, Austin Fintech Partners LLC. Les marges sont remplies de mes notes, surlignées en jaune. 83 transactions douteuses. J'ai passé 4 semaines à monter ce dossier. À éplucher chaque facture, à vérifier chaque virement bancaire. Je suis doué pour ça. Dénicher les mensonges dissimulés dans les chiffres, rendre visible ce qui est invisible. Je referme la chemise cartonnée. Ma main effleure la plaque posée sur mon bureau. Molly Higginbotham, experte comptable certifiée. Next Tech. Ce nom m'est étrangement familier. Le trajet du retour me prend 23 minutes. La circulation sur la voie rapide Mopac est fluide pour un mercredi soir. Je me gare dans le parking souterrain de mon immeuble, une résidence de taille moyenne, située dans le quartier de West Campus. Un 2 pièces de 63 mètres carrés, acheté il y a 3 ans pour 385 000 €. J'ai versé 20% d'apport. Soit 77 000 €, économisés après 6 années de labeur. Mon crédit me coûte 1 847 € par mois. Je n'ai jamais eu le moindre retard, pas une seule fois. À l'intérieur, je dépose mes clés dans une coupelle en céramique, près de la porte. Un cadeau de Janet Kowalski, le jour de la remise de mon diplôme universitaire. L'appartement est d'une propreté impeccable, à la décoration minimaliste. Un canapé acheté en solde chez IKEA. Une table à manger pour 2 personnes. Mes diplômes, encadrés au mur, celui de l'Austin Community College, celui de l'Université du Texas, et ma licence d'experte comptable. Cet endroit est à moi. Chaque mètre carré. Personne ne me l'a offert, et personne ne peut me le reprendre. Je réchauffe un reste de pâte peine, avec une sauce marinara que j'ai préparée dimanche dernier. Planifier mes repas, est une habitude que j'ai prise au début de la vingtaine, quand chaque euro comptait. Il compte toujours, mais d'une manière différente aujourd'hui. Je gagne un salaire annuel de 96 300 €, j'ai 78 000 € sur mon plan d'épargne retraite, et 38 000 € sur mon fonds d'urgence. Zéro dette. J'ai fini de rembourser mon prêt étudiant, un total de 38 600 €, en novembre 2023. Je dîne à table, pas sur le canapé. Une autre habitude. L'ordre plutôt que le confort. Mon téléphone se met à vibrer. Un numéro inconnu d'Austin. Je le laisse basculer sur la messagerie. Je termine mon repas, fais ma vaisselle, et m'assois avec mon ordinateur portable.
La curiosité l'emporte. Je tape « Next Tech Solutions LLC Austin » sur Google. Le site web de l'entreprise s'affiche. Technologie d'entreprise. Levée de fonds de série B. Équipe dirigeante. Et là, sur les photos, la 4e en partant de la gauche, Vanessa Higginbotham, vice-présidente des finances. C'est ma mère. Je n'ai pas vu son visage depuis 13 ans. La photo est très pro, coiffure soignée, blazer bleu marine, et cette même expression qu'elle arborait lors des galas de charité. Confiante, intouchable. Je fais défiler la page, et je tombe sur une de ses publications LinkedIn datant de 2019. Son profil est public. C'est un long texte, détaillant des stratégies d'optimisation fiscale, avec le hashtag Business Intelligent. Elle y propose de partager ses astuces par message privé. Je fais une capture d'écran, et je l'enregistre sous le nom de maman en 2019.png, dans un dossier de mon bureau, judicieusement nommé Archives. Le schéma frauduleux que j'ai signalé lors de l'audit de cette fintech, ces fameuses fausses déductions de prestataires, ces magouilles sur la base d'imposition des actions. C'est la copie conforme de ce qu'elle décrit dans sa publication. C'est exactement le même mode opératoire. Je referme mon ordinateur. Je viens de placer ma propre mère, dans le viseur du fisc. Le voyant de ma messagerie vocale clignote. J'appuie sur lecture. Molly, c'est Ethan. Mon sang ne fait qu'un tour. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais c'est une urgence. Maman et papa ont de graves ennuis. S'il te plaît. Je suis au Starbucks sur Guadeloupe. J'attendrai jusqu'à la fermeture. Je t'en supplie. Sa voix se brise, lorsqu'il prononce le mot « ennui ». Je n'ai pas entendu la voix de mon frère, depuis 6 ans. La dernière fois, c'était un appel en pleine nuit, complètement ivre, le 14 mars 2019 à 2 heures du matin. Il pleurait. Il avouait tout. Il m'a dit qu'il était incapable de dire la vérité à nos parents. J'avais enregistré cet appel. Le Texas est un État qui autorise l'enregistrement, avec le consentement d'une seule des parties. Je n'avais donc pas besoin de sa permission. J'attrape mes clés. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le 12 novembre 2012. J'avais 16 ans, Ethan en avait 21. Et tout ce que je croyais savoir sur la notion de famille, a volé en éclats en l'espace de 4 heures. Tout a débuté à 16h47. J'étais dans la cuisine, en train de faire mes devoirs, quand j'ai entendu un fracas épouvantable. Pas un petit bruit anodin, mais un choc massif, suivi d'un bruit de bois qui se brise. Le genre de son, qui ne devrait jamais résonner, dans une maison comme la nôtre. Cela venait de l'étage, du studio de répétition d'Ethan. J'ai couru. Ce studio était insonorisé. Des panneaux de mousse recouvraient les murs, une moquette épaisse tapissait le sol. C'était un espace conçu pour accueillir ces 6 heures de pratique quotidienne. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Ethan était assis par terre, entouré des morceaux de son violoncelle. L'instrument n'était pas seulement fissuré, il était totalement détruit. Le manche s'était brisé net, au niveau de la jointure. La caisse de résonance était fendue en deux, en plein milieu. Des éclats de bois jonchaient le sol. Il tenait un morceau entre ses mains, tremblant de tout son être. Ethan. Mon Dieu, que s'est-il passé? Il a levé les yeux vers moi. Son visage était baigné de larmes. Il venait de pleurer. Mais au moment où nos regards se sont croisés, quelque chose a basculé en lui. La panique a déserté son expression, remplacée par une lueur beaucoup plus froide. C'est de ta faute, maintenant, a-t-il lâché. D'une voix calme, presque apaisée. Je ne comprenais pas. Quoi? Mais je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Quand ils demanderont. Tu étais folle de rage, parce que j'ai été admis à l'Institut Curtis, et pas toi. Tu m'as bousculé. Le violoncelle est tombé. Compris? Quoi? Non, Ethan. Hors de question que je fasse ça. Il s'est levé. Tu vas le faire. Sinon, je leur dirai que tu es jalouse depuis des mois. À ton avis, qui vont-ils croire? J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir au rez-de-chaussée. Maman et papa étaient rentrés. Ils venaient d'assister à un gala de charité, une soirée mondaine en ville.
Papa portait encore son smoking en montant les escaliers. Le bruissement de la robe de soirée en soie rouge de maman accompagnait chacun de ses pas. Il sentait le champagne et le parfum de luxe. Ethan pleurait déjà à chaudes larmes lorsqu'ils ont atteint la porte du studio. J'ai essayé de l'arrêter, papa, a-t-il balbutié, la voix se brisant avec une perfection troublante. Elle était tellement en colère. Elle a hurlé que je ne méritais pas d'aller à Curtis. Elle m'a poussé contre le pupitre. Et voilà le résultat. La voix de mon père a résonné comme un coup de tonnerre. Je ne l'avais jamais entendu parler aussi fort. Je me suis avancé. Ce n'est pas vrai. Il ment. Je l'ai vu le casser lui-même. Maman m'a coupé la parole, ça suffit. Nous savons reconnaître la jalousie quand nous la voyons. Je ne suis pas jalouse. Je n'ai même pas touché. Papa m'a agrippé le bras avec force. Tu vas réparer ça. Il m'a traîné jusqu'au rez-de-chaussée, dans son bureau, celui orné d'un lourd meuble en acajou, et tapissé de livres de droit. Il s'est assis devant son ordinateur, et s'est mis à taper. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il n'a pas répondu. L'imprimante a ronronné. Il en a extrait une feuille de papier, à l'entête de son cabinet d'avocat, Higginbotham et Associés, imprimée tout en haut. Il l'a fait glisser sur le bureau. Signe ça. J'ai lu le document. C'était une reconnaissance de responsabilité. Il y était écrit « J'assume l'entière responsabilité de la destruction d'un bien évalué à plus de 25 000 euros. » Des lignes vierges, attendez ma signature et la date du jour. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Je suis avocat. Mets-moi à l'épreuve. Il a ouvert un tiroir, et en a sorti un stylo Montblanc. Tu signes, ou j'appelle la police, pour te dénoncer pour acte de vandalisme aggravé. La destruction de biens d'une valeur supérieure à 25 000 euros est un crime au Texas. Tu auras un casier judiciaire. Aucune université n'acceptera ta candidature. Ma main tremblait en prenant le stylo. J'ai signé. Ma signature était à peine lisible. Il a récupéré le papier, l'a plié en deux, et a souri. C'est bien, ma fille. Maman était à l'étage, dans ma chambre. J'entendais des tiroirs s'ouvrir, des objets jetés pêle-mêle. Quand je l'ai rejointe, elle avait déjà rempli 6 cartons avec mes vêtements, mes livres, mon ordinateur, absolument tout. Elle était sur son téléphone, en train de prendre des photos. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Elle ne m'a même pas regardé. Elle a continué à photographier les cartons, ainsi que les débris du violoncelle, qu'Ethan avait descendu pour servir de preuve, et moi, planté dans l'encadrement de la porte. Puis elle a ouvert Facebook, et s'est mise à taper. J'ai lu par-dessus son épaule. Groupe privé, 230 membres. Des amis, la famille, les fidèles de notre église, les collègues de papa. Voici sa légende, notre fille a détruit le violoncelle de son frère, d'une valeur de 28 500 euros, dans un accès de jalousie féroce. Nous refusons de cautionner un tel comportement. L'amour exige parfois des conséquences difficiles. Priez pour la guérison de notre famille. Elle a cliqué sur « Publier ». En l'espace de quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Elle les lisait à haute voix, comme si elle voulait s'assurer que je les entende bien. Linda dit « Tu as pris la bonne décision, Vanessa. L'amour exige parfois de la fermeté. » Karen écrit « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille à son propre frère. » Oh, et voici le pasteur Mike. Qui prie pour que notre famille trouve l'apaisement. 47 commentaires en moins d'une heure. Personne. Pas une seule personne n'a pris la peine de me demander ma version des faits. À 22 heures, un serrurier a sonné à la porte. C'est papa qui l'avait appelé. Il l'a payé 340 € en espèces, pour cette intervention d'urgence nocturne. J'ai observé la scène à travers la fenêtre, pendant que l'homme installait un nouveau verrou de sécurité. Un Schlage B365. Je me souviens parfaitement de la référence, car j'ai fixé la boîte d'emballage pendant 20 minutes, le temps de son intervention. Maman a sorti mes cartons, et les a déposés dans l'allée du garage. Papa se tenait sur le pas de la porte. Moi, j'étais sur le porche, mon sac à dos accroché à l'épaule. Ne reviens pas, avant d'avoir appris ce qu'est le respect, m'a-t-il lancé. Tu as 16 ans, tu es assez grande pour assumer les conséquences de tes actes.
Si tu es capable de détruire l'avenir de ton frère, tu devrais pouvoir te débrouiller pour construire le tien. La porte s'est refermée avec fracas. J'ai entendu le claquement sec de la nouvelle serrure. Je suis resté figé là pendant 38 secondes, espérant qu'elle se rouvre. Mais elle est restée close. Il faisait 11 degrés dehors. La pluie s'est mise à tomber à 22h47. Fine au début, puis de plus en plus drue. J'ai remonté la capuche de ma veste. Les lanières de mon sac me sciaient les épaules. Je n'avais que 20 € dans mon portefeuille. Un simple billet de 20. Tout ce que je possédais au monde était entassé dans 6 cartons de déménagement, abandonnés dans l'allée, en train de prendre l'eau. J'ai commencé à marcher. 3 km et demi jusqu'au parc Zilker. J'ai mis 43 minutes sous la pluie battante. Près des sources de Barton Springs, il y avait un abri de pique-nique, un toit en tôle, et des bancs en bois. Je m'y suis assise, trempée jusqu'aux os, et j'ai ouvert mon sac. J'avais 2 barres de céréales. Des Nature Valley. 380 calories au total. Je les ai dévorées toutes les 2. Ensuite, je suis restée assise là, dans l'obscurité, à écouter la pluie marteler le toit en tôle, en attendant que le jour se lève. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas me le permettre. Ne pense pas à la maison. Ne pense pas à ton lit. Pense juste à demain. Rien qu'à demain. Voilà ce que je me suis répété toute la nuit. Un homme est passé devant l'abri, vers 1h30 du matin. J'ai retenu mon souffle, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Le tonnerre a commencé à gronder aux alentours de 2 heures. L'averse a redoublé de violence. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, en essayant de me faire aussi petite que possible. À 6h20, la pluie s'est arrêtée. J'ai marché jusqu'à la bibliothèque publique d'Austin. La branche centrale, au 710 Ouest César Chavez. Elle n'ouvrait qu'à 10h. Je me suis assise sur les marches, jusqu'à ce qu'on déverrouille les portes. À l'intérieur, je me suis installé au poste informatique numéro 12. J'ai branché mon téléphone, il ne me restait que 18% de batterie. Le chargeur était la seule chose utile que j'avais pu emporter. Je l'avais emprunté à la réception. J'ai tapé sur Google, foyer pour jeunes sans-abri Austin, Texas. Le premier résultat affiché était lifework.org. J'ai lu toutes les informations. Programme d'hébergement temporaire. Appartement en colocation. Aide à la préparation du diplôme de fin d'études secondaires, GED. Aide à la recherche d'emploi. Soutien psychologique. Gratuit. J'ai mis la page dans mes favoris. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, ton forfait téléphonique sera coupé ce soir. Adieu. 18 heures plus tard, l'écran de mon téléphone s'est éteint définitivement. L'après-midi du 2e jour, une femme s'est approchée de moi à la bibliothèque. J'étais toujours au poste informatique numéro 12. J'y étais depuis l'ouverture, feignant d'étudier. Mais en réalité, je ne faisais qu'exister, dans un endroit chauffé. Bonjour, je m'appelle Janet, m'a-t-elle lancé. Elle portait un badge LifeWorks épinglé à sa veste, avec le numéro d'identification 0847. Je travaille avec des jeunes en grande difficulté. Est-ce que je peux t'offrir le déjeuner? Sans aucune contrepartie, juste un repas chaud. J'ai levé les yeux vers elle. Pourquoi? Parce que je fais ce métier depuis 22 ans, et je sais parfaitement à quoi ressemble le 3e jour, d'une personne à la rue. Nous sommes allés chez Chipotle. Elle m'a offert un bol de burrito au poulet, avec un supplément de riz. Mon premier vrai repas depuis 48 heures. J'ai mangé lentement, en essayant de ne pas avoir l'air affamé. Tu n'es pas obligé de me raconter ce qui s'est passé, a glissé Janet. Mais je devine que ça a été brutal. Ça l'est toujours. J'ai hoché la tête. LifeWorks a un lit pour toi ce soir, a-t-elle poursuivi. Si tu en veux. C'est un appartement partagé, avec 3 autres filles. Il y a des règles de vie, des corvées, et un couvre-feu à 22 heures. Mais c'est un endroit sûr, il y fait chaud, et personne ne te jettera dehors, pour une faute que tu n'as pas commise. C'est là, en plein milieu de ce fast-food, que j'ai fondu en larmes. Impossible de m'arrêter. Janet m'a tendu des serviettes en papier. Sans dire un mot. Elle a simplement attendu. Quand j'ai enfin réussi à reprendre mon souffle,
j'ai répondu, d'accord. Elle a fait glisser une carte de visite, de l'autre côté de la table. On va t'aider à surmonter ça. L'appartement se trouvait au 512 West 29 TH Street. 4 chambres, 2 salles de bain. On m'a attribué un lit superposé. Celui du haut. Une serviette offerte, avec l'étiquette d'Emmaüs encore accrochée. Et une petite étagère de 30 cm, pour ranger mes affaires. Mes colocataires s'appelaient Sierra, 17 ans, Bianca, 16 ans, et Dave, 18 ans. Chacune portait sa propre histoire. Mais aucune ne m'a demandé de raconter la mienne. Le premier soir, Sierra s'est assise sur le rebord de mon lit. « C'est ta première nuit ?» m'a-t-elle demandé. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Ouais, j'ai pleuré moi aussi. Tu es en sécurité ici. Janet ne raconte pas de bobards. Si elle dit que tu as une chance de t'en sortir, c'est que tu l'as vraiment. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, à écouter la respiration de ces 3 parfaites inconnues. C'est ça ma nouvelle famille, maintenant. 2 semaines plus tard, Janet m'a présenté à Léon Hay. C'était un homme de 62 ans, ancien professeur de mathématiques au lycée, qui donnait des cours de préparation au GED, en tant que bénévole pour LifeWorks. Tu es doué avec les chiffres, m'a-t-il fait remarquer, dès la fin de notre première séance. Tu as déjà songé à la comptabilité? J'ai secoué la tête. C'est un métier honnête, a-t-il ajouté. Et un métier honnête, permet de bâtir une vie honnête. J'ai décroché mon diplôme d'équivalence, 6 mois plus tard. J'ai obtenu le score de 175 sur 2 Sens, un résultat largement suffisant, pour décrocher des bourses d'études universitaires. Léon m'a remis mon certificat, assis dans sa vieille Honda Civic cabossée, sur le parking de LifeWorks. Et maintenant, lui ai-je demandé. Maintenant, tu vas postuler à l'Austin Community College. Et tu vas te trouver un boulot. Il te faudra les 2 pour réussir. J'ai essuyé 14 refus, avant que Starbucks n'accepte de m'embaucher. Comme barmaid. À 9,50 € de l'heure, pour 25 heures par semaine. Mon tout premier salaire s'élevait à 286,40 €, après déduction des impôts. Je l'ai déposé chez Wells Fargo. J'ai ouvert un compte épargne, avec un apport initial de 50 €. J'y ai placé mon deuxième salaire, de 312 €. Puis le troisième, de 301 €. J'étais en train de bâtir quelque chose, qu'il ne pourrait jamais me voler. L'Austin Community College m'a admise avec une bourse au mérite, de 3 200 € par an. J'ai choisi de me spécialiser en comptabilité. Je suivais 5 cours par semestre, tout en continuant à travailler au Starbucks. J'ai même figuré au tableau d'honneur, à 2 reprises. Durant ma deuxième année, j'ai commencé à tenir la comptabilité de petites entreprises locales, pour 15 € de l'heure. Mon tout premier client fut la boulangerie familiale Garcia, située sur la 6e rue. Il me payait en espèces, et en gâteaux aux 3 laits. J'ai tout mis de côté, sans exception. Lorsque j'ai déposé mon dossier de transfert, pour l'Université du Texas à Austin, j'affichais une moyenne générale de 3,91, et j'avais validé 42 crédits. Le courriel d'admission est arrivé un mardi, félicitations, mademoiselle Higginbotham. Vous êtes admise à la MC Combe School of Business, pour le semestre d'automne 2014. Je suis arrivé sur le campus ce mois d'août-là, à seulement 3 km de la maison de mes parents. Ils ignoraient totalement ma présence en ces lieux. L'Université du Texas était un monde à part, plus immense, et bien plus aisé. Je croisais des étudiants au volant de voitures, dont le prix surpassait largement le coût de mes 2 années de scolarité. Je tournais avec les 4 mêmes tenues, me nourrissais de nouilles instantanées, et révisais à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Je travaillais à mi-temps, chez Henderson et Price LLP, en tant qu'aide comptable, rémunéré 18 € de l'heure. J'y classais des documents, et effectuais des rapprochements bancaires. J'ai appris sur le tas, comment fonctionnait la véritable comptabilité. Mes professeurs ont fini par remarquer mon implication. L'un d'eux, le docteur Whitman, m'a retenu un jour à la fin de son cours. Vous devriez vous inscrire à l'examen d'expert comptable, m'a-t-il conseillé. Vous possédez la rigueur nécessaire. Il me faut 150 heures de crédit pour ça, lui ai-je répondu. Je n'en aurai que 120, à l'obtention de mon diplôme. Inscrivez-vous à des cours en ligne, suivez des cours du soir. Vous en êtes largement capable.
C'est donc ce que j'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Texas, en mai 2018, avec une moyenne de 3,78, et une licence en comptabilité en poche. J'avais validé les 30 crédits manquants, en suivant des cours en ligne à l'Austin Community College. Je les avais financés, avec les économies réalisées lors de mon emploi chez Henderson et Price. Le montant total de mes prêts étudiants s'élevait à 38 600 €. 4 mois plus tard, je me suis présenté à l'examen d'expert comptable. Il se composait de 4 épreuves, audit, environnement des affaires, comptabilité financière, et réglementation. J'ai réussi les 4, du premier coup. L'audit avec 89, l'environnement des affaires avec 84, la comptabilité financière avec 81, et la réglementation avec 87. Le taux de réussite pour valider les 4 épreuves du premier coup tourne autour de 6%. Lorsque j'ai ouvert le courriel m'annonçant les résultats, assise à la table de ma cuisine, je suis resté figé devant l'écran, pendant 11 longues minutes. Molly Higginbotham, experte comptable certifiée. Ils avaient tenté de m'effacer. Je me suis rendu incontestable. Le cabinet de Deloitte m'a contacté 3 semaines plus tard. Nous souhaiterions vous faire passer un entretien, pour un poste d'auditeur senior, au sein de notre département des services d'investigation, et de résolution des litiges. J'ai porté un tailleur acheté dans une friperie, repassé et impeccable. Il m'avait coûté 22 €. L'entretien a duré 4 heures. Étude de cas, questions techniques, mise en situation comportementale. Ils m'ont proposé le poste, dès le lendemain. Avec un salaire de départ de 72 000 € par an. J'ai accepté. 5 ans se sont écoulés depuis, et je perçois aujourd'hui un salaire annuel de 96 300 €. J'ai fait l'acquisition de mon appartement à 27 ans, et j'ai soldé mes prêts étudiants à 28 ans. Mon dernier versement a été effectué, le 3 novembre 2023. J'ai remboursé la totalité des 38 600 €. J'ai fait encadrer mon diplôme d'experte comptable, et je l'ai accroché dans ma chambre. C'est la toute première chose que je vois, chaque matin en me réveillant. Je n'ai pas eu de chance. J'ai simplement été acharné. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient, une chose qu'ils n'ont jamais su. Je ne faisais pas que survivre. Je rassemblais des preuves. Tout a commencé, le lendemain du jour où ils m'ont jeté à la rue. Le 13 novembre 2012, à 7h30 du matin. Je me trouvais à la bibliothèque, au poste informatique numéro 12. La batterie de mon téléphone affichait seulement 16%. Je connaissais les mots de passe d'Ethan. Il utilisait le même pour absolument tout, Curtis Institute 2024. Je l'avais deviné 3 semaines auparavant, en l'observant taper sur son clavier. J'étais curieuse, fouineuse peut-être. Je m'étais d'ailleurs déjà connecté à son compte Dropcam 1 ou 2 fois, pour le regarder s'exercer, et constater à quel point il se mettait la pression. Cette simple curiosité m'a sauvé la vie. Dropcam. Le système de vidéosurveillance qu'Ethan avait installé dans son studio de répétition, 6 mois avant l'incident. Il s'en servait pour visionner ses sessions, analyser sa technique d'archet, et corriger sa posture. Les vidéos étaient automatiquement téléchargées sur le cloud, avec une durée de conservation gratuite de 7 jours. Mais Ethan déboursait 9,95 € par mois, pour bénéficier d'un historique de 30 jours. Je me suis connecté depuis la bibliothèque, et j'ai localisé le fichier. Caméra-Studio-20112164.mp4. Résolution 720 pixels, taille 427 mégaoctets, durée 14 minutes et 11 secondes. Je l'ai téléchargé sur une clé USB, achetée chez Walgreens avec 12,99 € sur mes 20 restants. Une clé de 8 gigaoctets. Ensuite, je l'ai importé sur mon adresse Gmail de secours, celle que j'avais créée au collège, molly.higginbotham@gmail.com. Je l'ai visionné une seule fois, avant de le sauvegarder précieusement. 16h47 et 18 secondes, Ethan ouvre un email sur son ordinateur. Son visage se décompose. 16h49 et 03 secondes, il se lève, fait les 100 pas, puis se met à hurler, « Je n'en peux plus. Je ne peux pas être parfait. » 16h51 et 21 secondes, il empoigne le violoncelle, et le fracasse violemment contre le sol. Une fois. 2 fois. 3 fois. Le bruit est terrible. Crac. 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 16h52 et 24 secondes, il s'effondre.
Il s'assoit par terre, prend sa tête entre ses mains, et éclate en sanglots. 16h53 et 27 secondes, j'ouvre la porte. Ethan. Mon Dieu, que s'est-il passé? 16h53 et 45 secondes, il lève les yeux vers moi. On peut lire le calcul se faire dans son esprit, en temps réel. La panique cède la place à une stratégie glaçante. C'est de ta faute, maintenant. J'ai conservé 3 copies de cette vidéo, sur ma clé USB, sur Google Drive, et sur une sauvegarde cloud. Ethan a supprimé la vidéo de son compte, le soir même à 23h23. Il a raconté à nos parents, que le système de caméra avait planté. C'était trop tard. J'avais déjà les images en ma possession. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Je savais juste, que j'avais besoin d'une assurance. D'une preuve de mon existence. D'une preuve que l'histoire qu'il propageait, n'était qu'un tissu de mensonges. Je ne récoltais pas ces preuves pour me venger. Je me forgeais une assurance, contre ma propre disparition. Les années ont défilé. J'ai enchaîné le GED, le Community College, l'Université du Texas, et enfin l'examen d'expert comptable. J'ai conservé la vidéo sans jamais la visionner de nouveau, me contentant de savoir qu'elle était là. Et puis, en mars 2021, j'ai reçu un message sur LinkedIn, à 2h43 du matin. Il provenait d'un certain Owen Castillo. Molly, nous ne nous connaissons pas, mais j'étais le colocataire d'Ethan à Curtis. Je conserve depuis 9 ans, quelque chose que tu as le droit de voir. Je m'en veux de ne pas avoir pris la parole plus tôt. J'ai été lâche. Owen Castillo. Il avait joint 14 captures d'écran à son message. Je les ai téléchargées. L'interface caractéristique d'un iPhone 4S sous iOS 6. D'anciens échanges de textos entre Ethan et Owen. Daté du 19 novembre 2012. Une semaine tout juste, après que j'ai été jeté à la rue. Ethan, je n'arrive pas à croire, que j'ai laissé Molly porter le chapeau. Mais si j'avoue la vérité maintenant, je perds absolument tout. Curtis, ma place dans l'orchestre symphonique, et le respect de maman et papa. Je suis prisonnier de mon propre mensonge. Owen, mec, c'est vraiment immonde. C'est ta sœur. Ethan, tu ne te rends pas compte de la pression que je subis. Si j'échoue, je ne suis plus rien à leurs yeux. J'ai relu cette conversation à 3 reprises. Puis, je l'ai archivée dans un dossier intitulé « Preuves » et j'ai répondu à Owen « Merci ». Il a répliqué dans la foulée « J'aurais dû t'envoyer ça il y a des années. Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Désolé n'est qu'un mot. Les captures d'écran, elles, sont des preuves tangibles. Owen m'en a transmis d'autres, au fil des semaines suivantes. Des chaînes de mails qu'Ethan lui avait transférées, entre 2012 et 2013. Des plaintes à propos de Curtis, des jérémiades sur les attentes irréalistes de l'Institut. Un email en particulier a retenu mon attention. Il émanait du secrétariat de Curtis, et était adressé à Ethan, le 15 février 2013, « Cher Monsieur Higginbotham, votre bourse au mérite est révoquée, à compter du semestre de printemps 2013. Motif ? Test de dépistage de drogue positif, THC, le 28 janvier 2013. Date limite de l'examen de jury non respectée. Mise en probation disciplinaire. Date limite d'appel, le 1er mars 2013. La réponse d'Ethan à Owen, envoyée le lendemain, j'ai tout perdu. J'aurais dû dire la vérité sur le violoncelle, dès le début. Maintenant, j'ai tout gâché, et Molly me déteste. Ethan a abandonné ses études à Curtis en mars 2013. 3 mois après que j'ai été mise à la porte. Il a tout de même perdu sa bourse, mais personne ne l'a chassé pour autant. Le 14 mars 2019, à 2h17 du matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, avec l'indicatif d'Austin. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Molly. C'était la voix d'Ethan. Ivre. Empâté. Je suis restée muette, me contentant d'ouvrir mon application d'enregistrement d'appel, et de lancer la capture. Le Texas est un État à consentement unique. Je n'avais pas besoin de son accord. Molly, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. J'ai menti. C'est moi qui ai cassé le violoncelle. J'ai laissé retomber la faute sur toi, parce que j'étais terrorisé. Je ne suis qu'un lâche.
J'ai bousillé ta vie. Un blanc a suivi. J'ai attendu. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Je vois un psy. Mon psy me dit que je dois réparer mes erreurs. Mais je ne peux pas en parler à maman et papa. Jamais ils ne me le pardonneraient. Il fallait juste que tu le saches. Je suis désolé. Tu es désolé, mais tu refuses de dire la vérité. 47 secondes d'un silence lourd. Je ne peux pas, clic. J'ai sauvegardé le fichier audio. Aveu Ethan 14-03-2019.m4a. Durée, 8 minutes et 34 secondes. J'en ai fait 3 copies de sécurité. Je l'écoutais religieusement une fois par an, le 12 novembre, pour me rappeler à quoi ressemblait la vérité. En 2020, j'ai engagé un détective privé, ce qui m'a coûté 1800 €. Je lui ai confié une seule mission, retrouver le luthier qui s'occupait de l'entretien du violoncelle d'Ethan, avant l'incident. Il lui a fallu 3 semaines. La boutique, Giovanni S. String Instruments, située au 1401 South Lamar Boulevard. Le propriétaire s'appelait Giovanni Moretti. Un homme de 68 ans, à l'accent italien prononcé. Je me souviens de ce garçon, m'a-t-il dit en secouant la tête. Ses mains tremblaient quand il est venu. C'était le 23 octobre 2012. Il m'a dit qu'il avait percuté le mur avec son violoncelle. Pendant une répétition. Il y avait une fissure sur la partie inférieure de la caisse. Je l'ai réparé. Ça lui a coûté 1850 €. Mais je l'ai prévenu. Je lui ai bien précisé, cet instrument ne supportera pas un autre choc de ce genre. Son intégrité structurelle est compromise. Il a ressorti la facture de ses archives, et l'avait toujours en sa possession, entretien et réparation, fissure sur la partie inférieure de la caisse. Dommages liés à un impact. Coût, 1850 €. Une note manuscrite, figurée au bas du document, avertissement, intégrité structurelle compromise. 3 semaines plus tard, Giovanni m'a confié, j'ai appris qu'il avait été complètement détruit. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé. Je lui ai demandé s'il serait prêt à témoigner, si nécessaire. Il a acquiescé d'un signe de tête, pour que la vérité éclate, toujours. 4 pièces à conviction. 4 niveaux de preuves irréfutables. 1. Les images de la caméra de surveillance, 14 minutes montrant Ethan seul, brisant son violoncelle, avant de me faire porter le chapeau. 2. Les échanges de textos avec Owen, Ethan y avouant son mensonge, une semaine plus tard. 3. L'enregistrement de l'appel téléphonique, Ethan confessant les faits 7 ans après, tout en refusant d'avouer la vérité à nos parents. 4. La facture de réparation, la preuve indéniable qu'Ethan avait déjà endommagé l'instrument des semaines auparavant, ce qui contredisait totalement son récit, selon lequel je l'aurais subitement agressé. Et enfin, un dernier élément transmis par Owen en 2020, l'échange de mai avec Curtis, prouvant qu'Ethan avait perdu sa bourse, à cause d'un test antidrogue positif et de retard répété en février 2013, et non à cause du violoncelle cassé. Mais bien parce qu'il était en train de sombrer. J'avais toutes les cartes en main, j'ignorais simplement quand je serais amené à les abattre. 13 ans. Voilà combien de temps j'ai coupé les ponts. J'ai reçu 2 messages vocaux d'Ethan, l'un en 2015, et l'autre en 2017. Je ne les ai jamais écoutés plus de 10 secondes, avant de les supprimer tous les deux. Le 3e appel remonte à 2019. J'ai décroché, enregistré la conversation, les sauvegardé, mais je n'ai jamais donné suite. Je consulte leur profil Facebook, religieusement une fois par an. Le 12 novembre, c'est devenu un rituel. Les publications de ma mère sont toujours calquées sur le même modèle. Des photos d'elle, de mon père, et d'Ethan. Les repas de Thanksgiving. Les matinées de Noël. Des légendes, dégoulinantes de gratitude, évoquant l'importance de la famille, et le droit à une seconde chance. Avec le sempiternel hashtag béni. Thanksgiving 2018. Une photo de 3, réunis autour d'une belle table. 83 j'aime, et 12 commentaires s'extasiant sur leur magnifique famille. Pas la moindre mention d'une fille. Sur le profil LinkedIn de mon père, on pouvait suivre ses promotions. Associé principal de son cabinet en 2020, avec une nouvelle photo de profil, et toujours cette même expression arrogante. Quant à ma mère, sa société Next Solutions l'avait propulsée au poste de vice-présidente des finances en 2017. Elle s'en était vantée en ligne,
célébrant l'événement avec une coupe de champagne. La présence d'Ethan sur les réseaux sociaux était beaucoup plus discrète. Sur LinkedIn, il se présentait comme professeur de musique indépendant, basé à Austin, au Texas. À son compte de 2014 à ce jour. Sa page Yelp affichait une note médiocre de 3,2 étoiles. Les avis fustigeaient ses annulations de dernière minute, et son cruel manque de professionnalisme. Il n'est jamais devenu le jeune prodige, pour lequel il m'avait sacrifié, mais il continuait, malgré tout, à le privilégier. J'ai entrepris une thérapie en 2019, avec le docteur Kavita Patel. Des séances hebdomadaires de 45 minutes, facturées 120 €, et intégralement prises en charge par la mutuelle de Deloitte. Tu n'es en aucun cas obligé de leur pardonner, Molly, m'a fait remarquer le docteur Patel, lors d'une de nos séances. Mais ne te dois-tu pas, à toi-même, de tourner la page? J'ai déjà tourné la page, et je l'ai construite de mes propres mains, lui ai-je répondu. Cet appartement, ma carrière professionnelle, cette vie qu'il me croyait incapable de bâtir. C'est ça, ma façon à moi de tourner la page. Elle s'est avancée vers moi, comment réagirais-tu, s'il venait à avoir besoin de ton aide? Je n'avais aucune réponse à lui fournir. Pas à ce moment-là, en tout cas. Printemps 2023. On m'a confié l'audit d'une start-up technologique. Austin FinTech Partners LLC. Un simple contrôle de routine. Au bout de 4 semaines, j'ai commencé à repérer des anomalies récurrentes, de fausses déductions de prestataires de services, des prestations facturées mais jamais réalisées, des manipulations de la base d'imposition des actions, et des prix d'achat sous-évalués. Visant à gonfler artificiellement les déductions sur les plus-values. J'ai signalé pas moins de 83 transactions douteuses, monté un solide dossier de preuves, et tout méticuleusement documenté. Ma supérieure hiérarchique, Beth Kowalik, m'a convoqué dans son bureau. Molly, c'est un travail remarquable. Nous ne sommes plus face à de la simple négligence comptable, mais bien face à une fraude caractérisée. Je transmets immédiatement le dossier, à la division des enquêtes criminelles du fisc. J'ai opiné du chef, avec professionnalisme, les anomalies sautaient aux yeux, dès lors que l'on croisait les déclarations fiscales des travailleurs indépendants, avec les prestations réelles. Elle a officiellement déposé son rapport, le 12 avril 2023. Le fisc américain a ouvert une enquête 15 jours plus tard, soit le 15 juin 2023. Ce soir-là, chez moi, je passais d'anciens fichiers en revue, sans véritable raison. Peut-être mu par un vague instinct. Je suis tombé sur la capture d'écran, que j'avais précieusement conservée. Maman LinkedIn 2019.png. Sa publication de 2019, celle où elle détaillait ses fameuses stratégies d'optimisation fiscale. Elle avait rédigé 3 paragraphes entiers, pour expliquer comment des cadres dirigeants pouvaient maximiser leur déduction d'impôts, grâce à des montages créatifs impliquant des prestataires, et des ajustements de la base d'imposition. 378 j'aime, 42 commentaires émanant d'autres cadres, lui réclamant de plus amples détails. J'ai relu le tout attentivement. J'ai ensuite repris les notes de mon audit, concernant Austin FinTech Partners. Les similitudes étaient frappantes. Manipulation de la base d'imposition des actions, fausse déduction de prestataires de services, un mode opératoire strictement identique. J'ai tapé sur Google, Next Solution LLC IRS. Aucun résultat. Pas pour l'instant, en tout cas. J'ai refermé mon ordinateur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. 18 octobre 2023. Consultation en soirée avec le docteur Patel. Un rendez-vous pris en urgence. Je crois que j'ai commis une grave erreur, lui ai-je confié. C'est-à-dire? J'ai signalé un cas de fraude dans le cadre de mon travail. C'était un audit de routine, mais le fisc a élargi son enquête. Ils ont mis à jour des ramifications avec d'autres sociétés, tout un réseau qui utilise le même cabinet d'expertise comptable, et les mêmes combines illégales. C'est exactement ton rôle, Molly. Tu n'as absolument rien à te reprocher. L'une de ces entreprises appartient à ma mère. Le docteur Patel a reposé son stylo. Je lui ai tendu la page de garde du dossier « Enquête criminelle fiscale confidentielle ». Sujet numéro 7. Higginbotham, Vanessa L. 14 août 1969. Montant estimé du redressement fiscal, 615 000 €. Je l'ignorais, au tout début, lui ai-je avoué. Mais lorsque j'ai mis en évidence le stratagème lors de l'audit initial, une part de moi l'a reconnu,
grâce à sa publication LinkedIn. Et, je n'ai pas fermé les yeux. S'il s'était agi d'un parfait inconnu, m'a demandé le docteur Patel, aurais-tu tout de même signalé ces irrégularités? J'ai réfléchi pendant de longues minutes. Oui. Alors tu n'as fait qu'accomplir ton devoir professionnel. Mais, cette interrogation pesait lourdement sur ma conscience. Et si, inconsciemment, j'avais souhaité que cela arrive? Et si, j'avais reconnu ce mode opératoire, et refusé de fermer les yeux, précisément parce que je savais jusqu'où cela pourrait me mener? Je me suis officiellement dessaisi de l'affaire. Beth a compris ma décision, mais le mal était déjà fait. Ma mère se retrouvait sous le coup d'accusations pénales pour fraude fiscale. Elle risquait 615 000 € d'arriérés d'impôts et de pénalités, ainsi qu'une potentielle peine de 5 ans d'emprisonnement. Et, c'est moi qui avais allumé la mèche. Involontairement certes, mais c'était bien moi. Je ne suis pas à l'origine de l'incendie. Je m'efforçais de me convaincre que c'étaient eux les seuls responsables, et que je n'avais fait que signaler la présence de fumée. Si l'on vous a déjà accusé, à tort, de faits que vous n'aviez pas commis, vous saisirez toute la portée de ce qui va suivre. Pensez à vous abonner. La situation va d'abord s'envenimer, avant de trouver une résolution. 11 décembre 2025. Un mercredi soir, il est 18h58. Je suis assise au Starbucks de Guadalupe Street. Une table près de la fenêtre. Un grand latte au lait d'avoine, trône intact devant moi. Ethan fait son entrée. Je le reconnais au premier coup d'œil, même s'il a changé. Il a vieilli, ses tempes grisonnent. Il n'a que 34 ans, mais il en paraît facilement 40. Ses mains tremblent légèrement, lorsqu'il s'approche de ma table. Molly. Je ne me lève pas, assieds-toi. Il s'exécute. Nous nous dévisageons en silence, pendant 18 longues secondes. Je te remercie d'être venu, finit-il par murmurer. Que me veux-tu, Ethan? Il pousse un profond soupir. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais maman et papa ont de graves ennuis. L'enquête du fisc. Ces accusations de fraude fiscale. Il risque la prison. Jusqu'à 5 ans. Les pénalités s'élèvent à 615 000 €. Leur avocat affirme que si un membre de la famille accepte de rédiger une déclaration, pour attester devant le juge que nous nous sommes réconciliés, que ce sont de bonnes personnes qui ont commis des erreurs, cela pourrait considérablement alléger leur peine. Ils pourraient obtenir du sursis, plutôt que de la prison ferme. Je prends une gorgée de mon latte. Tu me demandes donc de mentir? Ce n'est pas un mensonge, c'est un acte de clémence. Tu es bien mal placé, pour faire la différence entre les deux. Sa mâchoire se crispe. Molly, je sais que tu es en colère. Je sais que ce que nous t'avons fait subir était impardonnable. Mais il n'en reste pas moins nos parents. Ils vieillissent. Papa a 68 ans. Maman en a 66. La prison les anéantirait. Et me jeter à la rue à 16 ans, qu'est-ce que ça m'a fait d'après toi? Je ne cherche pas à excuser nos actes. Parfait, car j'ai quelque chose d'important à te montrer. J'extirpe mon ordinateur portable de mon sac. J'ouvre le fichier caméra-bas studio-bas 2011121647.mp4, je tourne l'écran vers lui, et je lance la lecture. La vidéo démarre. 16h47 et 18 secondes. Ethan, devant son ordinateur portable, lit quelque chose. Son visage se décompose. Il reste figé, les yeux rivés sur l'écran. Où as-tu déniché ça, lâche-t-il, abasourdi. Curtis Institute 2024. Tu aurais vraiment dû penser à changer tes mots de passe. À l'écran, le Ethan de l'époque se lève, fait les 100 pas, puis hurle, je n'en peux plus. Je ne peux pas être parfait. Il empoigne son violoncelle. Crac. 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 Le bruit sinistre du bois qui se fracasse, résonne dans le café. Quelques clients tournent la tête vers nous. Je maintiens le volume bas, juste assez fort pour qu'ils entendent. Le visage d'Ethan devient livide. Sur la vidéo, il s'effondre et fond en larmes. Puis j'apparais à l'écran. Ethan. Mon Dieu, que s'est-il passé? Et là, la phrase fatidique. Celle qui a fait basculer ma vie entière. C'est de ta faute, maintenant.
L'enregistrement se fige à 16h57 et 53 secondes. Sur son jeune visage, alors qu'il tient un morceau de son violoncelle, et dévisage l'adolescente de 16 ans que j'étais. Je referme mon ordinateur. Les mains d'Ethan tremblent, de plus belle. Tu as gardé ça, pendant tout ce temps? 13 ans? Mais pourquoi tu n'as pas? Parce que je voulais d'abord m'en sortir. J'avais besoin de me bâtir une vie, où l'on ne pourrait plus me voler la vérité. Une vie, où j'aurais une situation, où l'on prendrait la peine de m'écouter. Je plonge la main dans mon sac, pour en sortir 4 dossiers couleur manille, que je dépose un par un sur la table. Les messages d'Owen, datant du 19 novembre 2012. Tu lui avoues ton mensonge, et tu reconnais m'avoir laissé porter le chapeau. La retranscription de notre appel téléphonique du 14 mars 2019. Ta confession, où tu affirmes être incapable de dire la vérité à nos parents. De peur qu'ils ne te pardonnent jamais. La facture de réparation de Giovanni S. String Instruments, datée du 23 octobre 2012. 3 semaines avant que tu ne détruises ton violoncelle. Tu l'avais déjà gravement endommagé. Giovanni t'avait prévenu que son intégrité structurelle était compromise. Et enfin, des emails de l'Institut Curtis, confirmant que tu as perdu ta bourse en février 2013, non pas à cause de ton violoncelle, mais parce que tu as été contrôlé positif aux drogues. Et que tu as raté toutes tes échéances. Je pousse les dossiers, de son côté de la table. J'ai toutes les preuves en main, Ethan. Il ouvre le premier dossier, et parcourt les messages d'Owen. Ses lèvres remuent en silence, pendant qu'il lit. Comment as-tu obtenu ça? Owen me les a fait parvenir en 2021. La culpabilité le rongeait. Il les a précieusement conservés, pendant 9 ans. La voix d'Ethan n'est plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je me penche en avant. Je suis prêt à rédiger cette lettre, mais à 3 conditions. Il lève les yeux vers moi. La première, publier des aveux publics sur Facebook. Sur ce même groupe que maman a utilisé, pour me traîner dans la boue en 2012. Tu devras avouer ton mensonge. Tu devras admettre qu'ils m'ont jeté à la rue, pour un acte que Théo seul a commis. Ces 230 personnes doivent connaître la vérité. Son visage devient blême. La deuxième, maman et papa devront me restituer mon fonds universitaire. Soit 43 000 €, assorti de 13 années d'intérêts composés. Ce qui porte le total à 67 000 €. S'ils n'ont pas les liquidités nécessaires, qu'ils se débrouillent. Qu'ils vendent leurs biens. Qu'ils contractent un emprunt. Je m'en contrefiche. Ils m'ont volé mon avenir. Ils doivent payer leurs dettes. Et la troisième, une thérapie familiale. 6 mois au minimum, à raison de séances hebdomadaires. Et ce, avant même que je n'envisage, de vous accorder à nouveau une place dans ma vie. Ethan garde les yeux rivés sur la table. Et s'il refuse? Alors, je m'empresserai de transmettre toutes ces pièces à conviction, au procureur chargé de l'enquête fiscale. Et je lui suggérerai vivement, d'ajouter les chefs d'accusation de fraude parentale, et d'abandon d'enfants au dossier. Je travaille dans l'expertise comptable légale. Ethan. Je sais parfaitement comment constituer un dossier en béton, pour maltraitance sur mineur. Un silence de plomb s'installe. C'est à toi de choisir. Il se met à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Pas la comédie qu'il m'avait jouée en 2012. J'avais 21 ans, sanglote-t-il. J'étais tellement terrorisé à l'idée d'échouer, de n'être plus rien. J'ai préféré te laisser endosser la faute, parce que j'étais persuadé d'avoir beaucoup plus à perdre que toi. Tu as échoué, Ethan. Tu as échoué dans ton humanité la plus basique. Mais il n'est jamais trop tard pour te racheter. Dis-leur la vérité. Il s'essuie le visage avec une serviette en papier, puis en prend une autre. 6 serviettes au total. Le serveur annonce la fermeture du café dans un quart d'heure. Ethan lève les yeux vers moi. Je vais le faire. Je leur raconterai tout. Dans les moindres détails. Tu le feras demain, en personne, chez eux. Je veux que tu sois aux premières loges, pour voir leur visage se décomposer, quand ils réaliseront qu'ils ont sacrifié le mauvais enfant. Tu seras présente? Non. C'est ton propre désordre. C'est à toi de le nettoyer en premier. Je sors mon téléphone, j'ouvre l'application dictaphone, et je lui montre l'écran.
J'enregistre notre conversation, par mesure de sécurité. Il acquiesce de la tête. Nous nous serrons la main. Notre premier contact physique en 13 ans. Sa main est glaciale. Je me lève, et je sors du Starbucks. Sans un regard en arrière. Le 16 décembre 2025, à 9h47, Ethan publie son message sur le groupe Facebook. Je n'en fais plus partie, mais il effectue des captures d'écran, et me les transfère. Le 12 novembre 2012, j'ai menti. J'ai brisé mon propre violoncelle, lors d'une crise de nerfs, et j'ai fait porter le chapeau à ma petite sœur de 16 ans, Molly. Mes parents ont gobé mon mensonge, sans la moindre hésitation. Ils l'ont jeté à la rue le soir même, avec 20 malheureux euros. Et un simple sac à dos. Ils l'ont publiquement accusé de jalousie, et de vandalisme. Ils ont dilapidé son épargne universitaire, pour me racheter un nouveau violoncelle. Rien de tout cela n'était vrai. Molly n'est responsable d'aucun dégât. C'est moi. Le seul et unique coupable. J'ai porté le poids de ce mensonge, pendant 13 longues années, tandis qu'elle reconstruisait sa vie, de A à Z, en partant de rien. Elle est devenue experte comptable certifiée. Elle est propriétaire de son propre logement. Elle a réussi envers et contre tout. Malgré le mal immense que nous lui avons fait, et non pas grâce à nous. À vous tous, qui l'avez si promptement jugé en 2012, vous aviez tort. Je te demande pardon, Molly. Je ne mérite pas ta clémence, mais je me décide enfin, à rétablir la vérité. Ethan Higginbotham. En l'espace d'une heure, la publication récolte 67 réactions stupéfaites. 23 réactions indignées, et 12 réactions attristées. Le commentaire le plus plébiscité provient de Linda, celle-là même, qui avait soutenu ma mère avec tant de ferveur en 2012. Mon Dieu, je dois des excuses à Molly. 4 heures plus tard, ma mère passe le groupe en mode secret. Peine perdue. Ethan avait déjà pris le soin de faire des captures d'écran de l'intégralité des commentaires, et de me les transférer. C'est fait, m'écrit-il par texto. Dans l'après-midi, mon téléphone se met à sonner. C'est le numéro de ma mère. Je refuse l'appel. Elle me laisse un message vocal. Molly, c'est maman. Sa voix tremble, elle est en larmes. Je ne sais pas quoi dire. Ethan nous a tout raconté. Je te demande pardon du fond du cœur. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'en supplie. Un deuxième appel suit, à 14h17. C'est mon père. Molly, ta mère et moi-même, avons commis de graves erreurs de jugement. Nous souhaiterions discuter d'une solution à l'amiable. Contacte mon cabinet. J'efface les 2 messages vocaux. Je leur envoie un texto groupé, depuis une nouvelle conversation. Les excuses ne sont que des paroles en l'air. J'exige des actes. Un virement bancaire de 67 000 euros, d'ici le 20 décembre. Une première consultation pour une thérapie familiale, fixée au plus tard le 3 janvier. Faute de quoi, il n'y aura aucune lettre de ma part. Accusé de réception activée. Mes 2 parents lisent le message en moins de 2 minutes. S'ensuivent 3 jours de silence absolu. Puis, le 19 décembre à 16h38, une notification bancaire apparaît sur mon écran, virement de 67 000 euros bien reçu. Je m'effondre sur le sol de mon appartement, et je pleure à chaudes larmes pendant 11 longues minutes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le soulagement d'obtenir enfin reconnaissance. Le 8 janvier 2026, à 10h du matin. Première séance de thérapie familiale. Dans le cabinet du docteur Helen Ming, à Travis Heights. Un terrain neutre, que j'ai minutieusement choisi. Surtout pas à Westlake Hills, où il réside. Et suffisamment éloigné de mon domicile. La disposition des sièges est éloquente. Je suis installé seul, sur une petite causeuse. Ma mère, mon père, et Ethan, se serrent sur le canapé d'en face. Une distance physique, de près de 2,5 mètres nous sépare. Le docteur Ming a la cinquantaine bien tassée. Elle dégage une aura apaisante, mais ne s'en laisse pas compter. Ce lieu est dédié à l'expression de la vérité, et non aux joutes verbales, annonce-t-elle d'emblée. Molly, c'est vous qui mènerez la danse. Jonathan, Vanessa, Ethan, votre rôle, pour l'instant, consiste uniquement à l'écouter attentivement. Est-ce bien clair pour tout le monde? Mon père s'agite sur son siège.
J'ai de sérieux doutes sur le bien fondé d'eux. Vous êtes tout à fait libre de disposer, le couple Dr Ming. C'est à Molly seule de juger de la pertinence de poursuivre ces séances. Il se tait. Ma mère fond en larmes, à 4 reprises lors de cette première séance. Mon père présente ses excuses une seule fois, en employant la formule « erreur de jugement » plutôt que « je vous demande pardon ». Quant à Ethan, il reste muré dans le silence la majeure partie du temps. Le docteur Ming s'adresse alors à moi, « Que attendez-vous d'eux, Molly ?» Je réfléchis pendant 32 secondes. Des preuves concrètes que, la vérité a plus de valeur à leurs yeux, que les apparences. La première séance dure 90 minutes. Nous en programmons 6 autres. Le 15 janvier 2026, je m'attelle à la rédaction de ma lettre d'impact. Monsieur le juge, mes parents ont commis des erreurs désastreuses en 2012, en me chassant du domicile familial à l'âge de 16 ans, sur la base d'un mensonge éhonté. Ils ont réitéré leurs erreurs, en fraudant l'administration fiscale. Je ne cautionne aucun de ces actes. Mais je crois fermement au droit à une seconde chance. Une chance qui m'a cruellement fait défaut à 16 ans. Je suis disposé à leur accorder la clémence qu'ils m'ont refusée, et à leur offrir l'opportunité de se racheter. Non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que j'ai moi-même conquis le droit à la sérénité. Je suis favorable à une peine de mise à l'épreuve, assortie d'une obligation de remboursement intégral, et d'un contrôle strict de mise en conformité. La responsabilité doit précéder toute forme de clémence. Cordialement, Molly Higginbotham. Experte comptable certifiée. Une lettre de 847 mots. Actée par un notaire. Et déposée auprès du tribunal du district ouest du Texas. Affaire numéro 5, 25 CR 00381. Je la fais parvenir par courrier. Sans leur en dévoiler le contenu. Ils en prendront connaissance lors de l'audience. Le 12 mars 2026, je me rends au tribunal fédéral, dans le centre-ville d'Austin. C'est l'audience de condamnation. Je prends place au fond de la salle. Je ne cherche pas à aller à la rencontre de mes parents, à leur arrivée. Ils se retournent furtivement vers moi. Je ne leur fais aucun signe. Le juge lit à voix haute le résumé de l'affaire, fraude fiscale. Dissimulation de revenus. Déductions abusives. 615 000 € de préjudice. Puis, il fait mention de ma lettre. La Cour tient à souligner le caractère exceptionnel du courrier de mademoiselle Molly Higginbotham. La clémence dont elle fait preuve, en dépit du tort considérable qu'elle a subi, témoigne d'une grande lucidité morale, que cette Cour se doit de saluer. Il les condamne à 5 ans de mise à l'épreuve, au remboursement de 615 000 € selon un échéancier, et à 200 heures de travaux d'intérêt général chacun. Aucune peine de prison ferme. Leur avocat vient m'en remercier dans le couloir à l'issue de l'audience. Je hoche la tête, et je m'éloigne. Ma mère tente de m'enlacer près de l'ascenseur. Je recule d'un pas. Nous n'en sommes pas encore là. Au cours des 3 mois qui suivent, nous définissons des règles strictes. Des rencontres mensuelles autour d'un café. Le premier samedi de chaque mois. Au Mozart's Coffee, sur le lac Austin Boulevard. À 10 h du matin. En terrain neutre. Sujet de conversation autorisé, d'ordre général, l'actualité, l'avancement de la thérapie, ou encore mon travail. Sujet de conversation formellement interdit, ressasser les événements de 2012, les sollicitations financières, et les tentatives de culpabilisation. Je tiens un journal de bord. Au cours du 3e mois, j'y consigne, papa a dit, je suis fier de toi. Je lui ai répondu, merci. Cela m'a fait une drôle d'impression. Ce n'était pas désagréable, juste étrange. Ethan me demande si j'assisterai à son prochain récital. Il a repris l'enseignement, et donne de petits concerts dans la région. Peut-être, lui réponds-je. Repose-moi la question dans 6 mois. Je me trouve actuellement dans mon appartement. Nous sommes en avril 2026. C'est le début de soirée. Je me tiens devant la fenêtre. L'horizon d'Austin s'embrasse sous les lueurs du soleil couchant. D'ici, je peux admirer le centre-ville, et ses immeubles majestueux que je pensais, jadis, inaccessibles. Mon diplôme d'experte comptable est fièrement accroché au mur derrière moi, encadré. Dans le tiroir de mon bureau, repose une clé USB, portant l'inscription « 12 novembre 2012 ». Je n'en ai plus l'utilité, mais je n'ai pas pu m'y résoudre, je ne l'ai pas supprimée.
Peut-être que je ne le ferai jamais. C'est mon trophée de survivante. La preuve irréfutable de mon existence, au moment même où ils ont cherché à m'effacer. Fut un temps, où j'étais convaincu d'avoir survécu, malgré toutes les épreuves qu'ils m'avaient infligées. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que, si j'ai survécu, c'est grâce à tout ce que j'ai su édifier par la suite. Le GED, mon diplôme universitaire, mon titre d'experte comptable, mon appartement, l'ensemble des preuves que j'ai amassées. Chaque élément que j'ai consciencieusement rassemblé, ne visait pas seulement à démonter leur tissu de mensonges. C'était la preuve tangible de ma propre existence. Ils ont voulu m'effacer. Je suis devenu une évidence que l'on ne peut nier. Il y a de cela 13 ans, j'ai affronté une tempête avec seulement 20 € et un sac à dos. Aujourd'hui, je m'épanouis dans une carrière qui me rapporte 96 300 € par an. Je suis l'heureuse propriétaire d'un appartement de 63 mètres carrés à Austin. J'ai accumulé 78 000 € d'épargne retraite, 38 000 € sur mon fonds d'urgence. Je n'ai aucune dette. Et j'ai une famille qui, petit à petit et dans la douleur, découvre le véritable prix de la vérité. J'ignore si un jour, nous parviendrons à recoller les morceaux, mais une chose est sûre, je n'attends plus après eux pour réparer les dégâts. C'est déjà fait. J'ai bâti de nouvelles fondations. Une structure qui repose sur des faits avérés, et non sur des ressentis. Sur des limites clairement définies, plutôt que sur une loyauté aveugle. Sur des preuves tangibles, plutôt que sur de vagues croyances. Le pardon ne s'accorde pas d'un simple claquement de doigts. C'est un long processus de reconstruction. On pose d'abord les fondations, par la prise de responsabilité. Puis vient l'ossature, avec la constance. Suivront peut-être, les murs et le toit. Mais on ne s'installe jamais, avant d'avoir la certitude absolue, que l'édifice tiendra bon. Je n'en suis pas encore à ce stade, mais j'y travaille. Pas à pas, limite après limite. Si ce récit a éveillé un écho en vous, si vous avez dû, vous aussi, vous reconstruire après une douloureuse trahison, ou imposer des limites strictes, à ceux qui vous ont meurtri, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe de multiples histoires semblables à la mienne. Des témoignages de personnes, qui ont survécu à des épreuves qui auraient dû les anéantir. Des récits où s'entremêlent des preuves irréfutables, d'éclatantes vérités, et une paix intérieure chèrement gagnée. Parcourez la liste de lecture, et gardez toujours à l'esprit, que la vérité ne vous rend pas systématiquement votre liberté, mais elle a le mérite de vous indiquer, avec qui vous pouvez véritablement la partager. Je m'appelle Molly Higginbotham. J'ai 29 ans, et je refuse d'être plus longtemps la victime de ma famille. Je suis, désormais, l'architecte de ma propre existence.